Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 23 février 2025, bienvenue sur ESAE TV, il est 8 h, c'est l'heure de notre invité. Nous avons sur ce plateau pour vous aujourd'hui un invité de marque. Il a pour nom Martin Viutu Asogba. Il est le directeur exécutif de l'ONG Alcré, entendez Association de lutte contre l'ethnocentrisme, le régionalisme et aujourd'hui on ajoute également bonne gouvernance. Il est également le président du comité de pilotage de Palired. On peut également ajouter qu'il est le président de la fondation MAV, attendez, Fondation Martin Viutu Asogba. Nous allons nous en tenir à cela pour recevoir notre invité de ce matin. Monsieur Asogba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux téléspectateurs de ESAE TV. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je me porte comme un chat. Voilà, merci beaucoup. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vais conduire, sinon c'est Nasrine Fatoumi qui va conduire cet entretien avec moi ce matin. Nasrine, bonjour. Bonjour Carles Kitoumé, bonjour monsieur Asogba. Bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner la priorité d'entamer cet entretien avec monsieur Martin Viutu Asogba. Alors, monsieur Martin Viutu Asogba, depuis le 19 février passé, nous sommes dans la semaine de la conférence nationale des forces vives de la nation. La conférence des forces vives de la nation, car 35 ans depuis ce 19 février 2025. Alors, en tant qu'acteur de la société civile, que vous rappelle cette conférence nationale? Bon, vous savez, j'étais déjà assez mûr quand même, hein. J'avais un âge certain. Pendant que la conférence a eu lieu, j'ai suivi d'ailleurs tout ce qui a précédé à amener le gouvernement de son respecté père à son âme, le général Mathieu Kérékou en son temps. Oui. C'est parce que, bon, il y avait beaucoup de problèmes politiques et il y avait beaucoup de problèmes économiques aussi. Beaucoup de citoyens béninois étaient en exil. Et ce qui a fait que les Béninois en exil, ils ont joué leur partition d'opposants là-bas. Et de fil en aiguille, tout a été serré pour le Bénin. Et il était question de repenser les plaies, de revoir la situation, de faire venir ceux qui sont allés à l'extérieur en son temps, et politiquement, et qu'on s'asseye pour régler les différends entre Béninois. Et qu'on puisse trouver des solutions aux différents problèmes qui minaient le pays. Avant de parler quand même des différents problèmes qui minaient le pays dans le temps, quelle était votre position à l'époque? Non, écoutez, nous, moi je ne savais même pas encore qu'on appelait quelque chose ONG, parce que je n'étais pas encore constitué en tant que organisation de la société civile. J'étais citoyen béninois, mais j'étais un entrepreneur parce que moi, là, que vous voyez, je suis technicien supérieur de froid et d'électricité de formation. Donc, j'avais mon entreprise qui s'appelait Frodoseb, froid domestique, commercial et électricité du Bénin. Donc, j'étais entrepreneur en ce temps-là. Donc, c'est à la faveur de la conférence des forces vives que après
L'idée de créer une ONG vous est venue? L'idée, est-ce que c'était l'idée qui était venue? Non, on a vu qu'il y avait, avec les nouvelles donnes, avec l'arrivée de la démocratie, et il se posait un certain nombre de problèmes de violation de certains droits, de la malgouvernance. Et c'est par rapport à ça que j'ai réfléchi et j'ai appelé quelques amis pour leur dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays afin que nous aussi, nous puissions jouer notre partition. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la transition de technicien de Freud de formation. Je suis passé à l'organisation de la société civile et de Frodoseb, je suis passé à Alcrer. Voilà comment ça s'est passé la mutation. Vous avez fait brièvement l'historique de Alcrer. Oui. Mais il nous intéresse de savoir si à l'époque vous aviez une petite idée de ce qui était la société civile au Bénin. À dire vrai, non. D'ailleurs, avant la conférence des forces vives, je n'entendais personne parler de société civile. C'est à l'avènement de la conférence des forces vives, à l'avènement de la démocratie, qu'on a commencé par parler des organisations de la société civile pour défendre tel ou tel problème qui se posait dans le pays. Justement, on a remarqué que 4 à 5 ans, non pas 5 ans, 4 ans à peu près après cette conférence nationale des forces vives de la nation, Alcrer est né. Voilà. Alcrer est né. Alcrer est né parce que, entre-temps, on ne cache pas sa nudité à la jarre dans laquelle on met de l'eau dans la salle de bain pour se doucher. Aucunement. Alcrer est né parce que, avec les problèmes survenus avant la tenue de la conférence des forces vives, je vous ai dit j'étais entrepreneur. Oui. Alors, j'étais entrepreneur et à la recherche du mieux-être, à la recherche d'augmenter mes activités, j'ai fait un voyage d'affaires sur le Brésil. Okay. Sur le Brésil où j'ai été séjourné 3 mois. 3 mois parce que je suis allé voir un fournisseur pour négocier la représentation de la marque Gelomatic qu'il fabriquait au Brésil, les réfrigérateurs électriques et à pétrole, parce qu'en son temps, je peux vous dire que la couverture par rapport en électricité n'atteignait peut-être pas 15%. Okay. Et toutes les maternités, tous les hôpitaux n'utilisaient que des réfrigérateurs électriques et à pétrole. Des réfrigérateurs à pétrole. Et ce fournisseur au Brésil fabriquait des réfrigérateurs électriques et des réfrigérateurs à pétrole. C'est ça qui m'a intéressé. Et c'est pour cela que j'ai fait le voyage sur le Brésil. Et quand j'ai fait le voyage sur le Brésil et que j'y ai séjourné, le temps que j'y ai séjourné, j'ai profité en même temps pour faire une formation pour pouvoir, en vendant, il faudrait que je puisse assumer en même temps le service après-vente, la maintenance. Mais je suis arrivé avec un contrat. Mais avec mon contrat, je n'ai pas pu trouver une banque qui pouvait me transformer mon contrat local en un contrat de classe internationale. Okay. Parce que je voudrais opérer avec l'extérieur. Oui. Mais avant que je ne voyage, en plus de mes propres économies, j'ai fait un prêt aussi à la banque. Okay. Et vous voyez, je voyage, je fais un prêt à la banque, je reviens avec un contrat. Nous sommes dans une situation de récession. Toutes les banques sont en banqueroute. Oui. Les gens ne percevaient plus leur salaire.
les affaires ne marchaient plus. Et beaucoup de Béninois en ce temps venaient au service et laissaient leurs vestes ou leurs chaussures sous leur table et partaient au Nigeria. Et d'où le thème « Il s'est levé » en son temps. Or, il s'est levé dont on parlait en ce temps, mais celui-là qui s'est levé, qui a laissé sa veste ou qui a laissé un objet pour marquer sa présence au service, soit sa paire de chaussures ou bien une autre paire de chaussures. Oui. Et quand on demande de ces nouvelles, on dit il s'est levé. Or, il faut aller le chercher au Nigeria. Il est dans le débrouillardisme. Oui. Donc, bref, voilà les choses qui s'étaient passées en son temps. Et donc, moi, étant venu avec un contrat, je dois remercier M. Baba Moussa, qui était le directeur en son temps de la Banque béninoise de développement BBD, qui a vu un jeune homme de 28 ans que j'avais en ce moment-là, oui, qui a fait ce voyage et est revenu avec un contrat comme ça, qui m'a épaulé, qui m'a donné une garantie bancaire. Okay. Mais la garantie bancaire locale devait être transformée en une garantie de classe internationale. On n'avait qu'une seule banque qui était la banque commerciale du Bénin, la BCB, oui, qui devait transformer ma garantie locale en une garantie de classe internationale. Oui. La BCB avait pris contact avec l'une de ses correspondantes qui était à New York, la Chase Manhattan Bank. La Chase Manhattan Bank, malheureusement, en ce temps-là, a refusé de réaliser la garantie. Parce que la BBD lui devait déjà des opérations non payées. Oui. Je vous ai dit qu'on était en récession, oui, et que les choses ne se passaient plus dans les règles de l'art. Oui. Et j'ai demandé maintenant à la banque, j'ai dit, bon, prenez contact alors avec la BNP Paris, parce que j'avais un compte là-bas en son temps. Oui. BNP Paris qui a acquiescé, qui a accepté faire l'opération. Mais malheureusement, la banque de mon fournisseur au Brésil a dit, en ce temps-là, oui, qu'elle ne veut pas traiter avec une banque française, qu'elle veut traiter avec une banque américaine. Wow. Parce que le Brésil, vous devez savoir que c'est dans les zones... C'est en Amérique du Sud. En Amérique, là-bas. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez que je suis allé droit dans une perte sèche. Donc, je suis devenu débiteur de la banque qui m'avait prêté de l'argent, oui, pour compléter, pour faire mon voyage. Alors, tout le temps, j'étais embêté. Je ne pouvais pas payer parce qu'il faut que je puisse... Il n'y avait plus de marché. Il n'y avait plus de marché. Il n'y avait plus de travaux. Or, c'est en faisant les travaux que moi, je dois gagner l'argent. Oui. Bon, j'étais obligé de faire ce qu'on appelle l'exil économique. Donc, je suis allé rester pour faire quelques années sabbatiques avec un ami à moi qui était installé, lui, au Togo. Okay. Et c'est au Togo qu'il s'est posé un problème qui a fait tilt dans ma tête, un problème de régionalisme, okay, entre deux frères de la zone, l'un du septentrion, l'autre du sud. Oui. Et l'un d'entre eux est allé jusqu'à dire à l'un de dire à ses enfants de ne plus s'amuser avec les enfants de l'autre. Mais moi-même, j'avais mes enfants dans la cour. Oui. Alors, quand j'ai constaté que les enfants ne s'amusaient plus, que j'ai posé la question à mon fils, à moi, qui m'a dit, oui, voilà, c'est le débat qu'il y a eu la dernière fois là, qui a fait que tel a fait ceci, tel a dit ceci à ses enfants. Et c'est pour cela que les enfants ne s'amusent plus. Mais je peux vous dire que je suis allé dormir ce jour-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Oui. Je n'ai pensé qu'à ce problème. Et je me suis dit, le jour où je vais rentrer chez moi, je vais mettre en place un petit groupe de personnes et leur conter l'histoire
et voir qu'est-ce que nous pourrions faire pour sensibiliser les gens à ne pas aller jusqu'à cet extrême-là. Vous, les grandes personnes, vous vous chamaillez. Maintenant, les enfants qui sont entre les innocents. Les innocents, vous mêlez les enfants à vos discussions. Votre dispute même. À votre dispute, d'accord. Est-ce que vous aidez comme ça les enfants à grandir dans une harmonie? Est-ce que vous aidez les enfants comme ça à grandir dans une fraternité? Parce que les enfants qui se connaissent aujourd'hui, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'ils ne soient même pas du même pays, c'est des connaissances déjà qu'ils font, qui peuvent les aider aussi dans leur vie active. Tout à fait. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer un petit groupe pour sensibiliser les gens sur cet aspect-là, sur cette façon de faire. Et c'est comme ça que, en venant, j'ai commencé par enquêter, par en parler autour de moi, à tout le monde, pour voir est-ce que ce que j'ai vécu et ce que je pense faire pour être utile dans la sensibilisation sur cet état de choses, est-ce que ça pourra prendre? Évidemment, il y a certains qui ont dit c'est bon, il y a d'autres qui m'ont dit oh, tu ne pourras pas aller très loin. Mais comme j'ai vu que c'est l'Esprit Saint qui m'a habité, j'ai commencé, bon l'an, mal l'an, et tout doucement, nous sommes en train jusqu'à 30 ans. Avoir fini maintenant 30 ans. 30 ans dans une vie, c'est beaucoup, c'est toute une génération. Mais c'est toute une génération, monsieur le journaliste, c'est toute une génération. Et c'est en ça que ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais je suis fier. Parce que beaucoup ne croyaient pas que ça pouvait évoluer. Beaucoup n'y croyaient pas du tout. Pas du tout. Mais au fur et à mesure que le jour passe, je reçois des messages spirituels et j'ai commencé par voir clair dans ce que cela pourrait encore générer comme activité. Et je n'hésitais pas à les mettre en place au fur et à mesure. Moi, je ne savais pas qu'on parlait de questions de droits de l'homme. Moi, je ne savais pas qu'on parlait de questions de bonne gouvernance. Mais avec le temps et continuant la sensibilisation, bon, les choses sont venues d'elles-mêmes. Hein? Vous voyez, ce que Dieu vous donne, c'est différent de ce qu'un être humain vous donne. Tout à fait. C'est ce que je peux vous dire. Et c'est ça jusqu'à ce que nous avons bouclé maintenant 30 ans. Alors, vous avez bouclé 30 ans. Moi, j'ai quand même envie de vous demander, est-ce que les objectifs que vous vous êtes fixés depuis sa création à ce jour sont atteints? Ah, mais bien sûr, au début, moi, je n'avais pas d'objectif en tant que tel. Mon objectif, c'était seulement de sensibiliser les gens. De dire, attention, vous voyez, il ne faut pas faire comme ça, faut pas faire ceci. La haine. Faut pas cultiver la haine, faut pas diviser les enfants. Et tout ça, c'est des choses comme ça. Mais c'est après, quand j'ai continué les activités, que les idées lumineuses sont arrivées. Et avec certains cadres, des personnes qui ont un niveau plus élevé que le mien, parce que moi-même, je sais que j'ai des limites. J'ai des limites. Mais de reconnaître tes limites. J'ai des limites et je m'associe à ceux qui ont plus de lumière que moi dans ces questions-là. Et avec qui je travaille et qui disent, bon voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ceci, on peut faire cela. Et nous sommes en train jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous conter un peu les grandes réalisations de ces 30 années? Mais les grandes réalisations, écoutez, si aujourd'hui tout le monde parle de reddition de comptes, mais je ne dirais pas que c'est une invention d'Alcret, mais je dirais que c'est Alcret qui a commencé par parler de reddition de comptes pour dire tous ceux qui
utilise les fonds publics dans quoi que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la décentralisation, il faudrait qu'un compte rendu soit fait aux usagers que nous sommes et à nous qui participons à la mise en place du budget national à travers nos impôts, oui, qu'il faudrait que nous ayons, qu'on nous rende compte de comment on gère les fonds publics. Et avec la décentralisation, nous avons eu la chance d'être invités et d'assister à beaucoup d'ateliers par rapport à la rédaction des tests fondateurs de la décentralisation. Okay. Et dans ces tests fondateurs, en son temps, il avait été prévu une place à la société civile qui doit faire la veille citoyenne sur les comptes de gestion au niveau de nos différentes communautés. Et nous nous sommes attaqués à ça, à fond. Oui. Et s'étant attaqués à ça à fond, et nous-mêmes ne pouvons pas avoir les yeux partout, oui, les oreilles partout, mais avec l'aide toujours de mes collègues que j'avais associés à l'ouvrage, oui, nous avons mis en place ce que nous avons appelé les cellules de participation citoyenne, les CPC, qui travaillent avec nous. Et nous avons au moins 15 cellules par commune, multipliées par les 77 communes. Wow. Oui, nous travaillons avec les CPC à la base. Et quand nous voulons faire un petit calcul, 15 organisations de la société civile par commune, multipliées par les 77 communes, nous collaborons aujourd'hui, nous avons comme partenaires 1150 organisations de la société civile à la base qui constituent les cellules de participation citoyenne. Et lorsque nous prenons les fonds, oui, c'est vers ceux-là que nous drainons les fonds et ils ont des cahiers de charges et c'est par rapport aux cahiers de charges qu'eux, ils font leurs activités sur le terrain. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement enracinés dans ce qu'on appelle organisation de la société civile au Bénin. Ça, c'est une très belle réalisation. Hein? Et nous avons participé, étant donné notre ancienneté sur le terrain, oui, mais nous sommes membres de beaucoup de plateformes. Oui. Nous sommes membres de la plateforme qui s'occupe des organisations. Nous sommes membres des plateformes des organisations de la société civile qui s'occupent des questions électorales. Oui. Nous sommes membres de la plateforme des organisations de la société civile qui s'occupent de la veille citoyenne. Mm-hmm. Nous sommes membres de beaucoup de plateformes, membres fondateurs. Nous sommes membres de presque tout parce que vous voyez que nous avons fait vieux os, hein? Nous avons fait vieux os. Vraiment. Et ça fait que, bon, nous sommes sollicités et nous-mêmes nous sollicitons les autres pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que nous avons constaté que plus on est ensemble, mieux ça vaut. Voilà. Nous vous reconnaissons comme un ami de la presse, hein, parce que vous êtes avec la presse tout le temps, qui vous a quand même permis de faire porter votre voix sur différentes questions. Mais c'est pour cela que, monsieur le journaliste, moi j'appelle les journalistes mes confrères. Je ne les appelle pas mes confrères pour blaguer, mais c'est une réalité. Et je leur dis que Alcré, c'est eux Alcré. Moi, je ne suis qu'un porte-voix. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est grâce à eux que nos idées sont diffusées et connues et que les gens peuvent apprécier ou déprécier. Oui. Donc, nous sommes partenaires avec la presse. Et depuis quelque temps, nous avons remarqué que vous intéressez encore un peu plus à la presse parce que chaque année maintenant, vous permettez quand même à la presse de suivre vos traces avec des projets d'investigation. Oui, nous avons, avec mes collègues,
nous réfléchissons à beaucoup de choses pour être présents sur le terrain. Parce que la présence sur le terrain est importante. Oui. La présence sur le terrain est très importante. On ne peut pas être taiseux en tout. Donc, nous avons imaginé, ça fait la 2e édition, je pense. Il y avait une édition avec Social Watch et puis maintenant deux qui sont avec purement Alcrel. Oui, voilà, voilà. Vous voyez, donc nous avons organisé un concours journalistique pour les journalistes d'investigation sur des questions cruciales. Surtout dans le domaine de la lutte contre la corruption. Parce que la question de corruption, c'est une question de mauvaise gouvernance. Et cela nous tient à cœur. Parce que la corruption dévaste le pays. La corruption est pire que le sida. Vous voyez. Donc, voilà des choses sur lesquelles nous nous appesantissons pour pouvoir faire entendre notre voix. Alors, monsieur Alcrel et monsieur Asogba. Certains l'appellent Alcrel. Tout le monde m'appelle Alcrel. Bon, je suis heureux qu'on m'appelle Alcrel. Parce que ça signifie quand même que je n'aurais pas vécu inutilement. Vous voyez? Oui. Ça signifie que je n'aurais pas vécu inutilement. C'est important. Une autorité, un jour, nous étions dans un atelier et je voudrais intervenir. Donc, il fallait s'inscrire avant. Oui. J'ai dit, oui, Martin Viutu Asogba Alcrel. Oui. Et quand il était temps qu'on me passe la parole, oui, l'autorité qui était dans cet atelier, qui était au podium, oui, et qui distribuait la parole, oui, il dit, c'est le tour de Martin Viutu Asogba Alcrel. Et il me dit, mais, monsieur Asogba Alcrel, c'est le nom ou le prénom? Et je lui ai dit, monsieur le ministre, c'est le prénom, le second prénom. Ah oui. Voilà. Carrément. Alors, monsieur Asogba, dites-nous, en quoi les organisations de la société civile ont accompagné la démocratie, vu qu'on parle des 35 ans de la conférence nationale des forces vives de la nation? Oh, les organisations de la société civile ont beaucoup fait. Hein? Ah oui, ils ont beaucoup fait aux côtés des communautés, ont beaucoup fait aux côtés des populations. Chacun dans son domaine. Nous sommes pluriels en tant qu'organisation de la société civile et chacun a un chapeau. Chacun a une activité. Vous avez des organisations de la société civile qui sont dans la santé et qui veillent sur les questions de santé. Vous en avez qui sont dans l'agriculture et qui veillent sur comment ça se passe au niveau de l'agriculture. Vous en avez qui sont dans les droits de l'homme et qui veillent sur les questions de droits de l'homme. Vous en avez qui sont dans tous les corps d'État, dans tout ce que nous faisons comme activité dans le pays et qui accompagnent. Et lorsqu'ils sentent qu'il y a mauvaise gouvernance dans un secteur, mais ils n'hésitent pas à décrier, ils n'hésitent pas à dénoncer. Nous sommes dans la gouvernance et la question de gouvernance est transversale à travers tous les corps d'État. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous nous faisons beaucoup entendre. Et c'était ma voix qui portait. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, bon, on ne m'entend plus. Ah, justement. Oui, je ne vous laisserai pas poser la question. Vous allez anticiper. Je vais anticiper, je vais en parler moi-même parce que je sais que vous allez en arriver là. On dit on ne m'entend plus, je ne parle plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais écoutez, c'est l'homme même qui honore sa position. Et non la position qui honore l'homme. C'est une sagesse. Mais écoutez, vous vous rendez compte? 30 ans durant, je vais continuer par ressasser la même chose? Non, je deviendrai vulgaire. Et puis, le travail que je fais, mais c'est un travail de course, de relais. Oui, il faut que les gens comprennent. C'est un travail de course de relais.
Premièrement, c'est un engagement personnel. Oui. Personne ne m'a demandé de le faire. Et personne ne me paye pour ça, à part les fonds que les partenaires me donnent pour faire le travail avec mes collègues. Ok. Mais j'ai la latitude de parler ou de ne pas parler si je veux. Ce n'est pas forcé. Et si les gens pensent que c'était si facile de s'exposer aussi, Oui. mais quand moi je ne m'expose plus, Oui. mais d'autres n'ont qu'à prendre le relais. On est tous béninois, non? Pourquoi on veut que ce soit toujours moi? Non, je ne suis pas d'avis. C'est une activité de course de relais. Ce n'est pas une activité de course de fond. D'autres n'ont qu'à prendre. Parce que si je ne me taisais pas, Oui. d'autres diront on a envie de faire, mais lui, il est toujours sur le plateau. Il est toujours là en train de parler. Nous, on ne sait plus quoi dire. Donc, je me tais. Ils n'ont qu'à prendre aussi ils n'ont qu'à prendre le relais. Et vous savez que c'est mon travail là est dangereux. J'espère que vous devez vous souvenir de ce qui m'est arrivé. Tout à fait, tout à fait. Un 9 décembre 2013. Oui. Par rapport Tes balles dans la à tête. mes réclamations de bonne gouvernance, par rapport à mes dénonciations de lutte contre la corruption. Mais j'ai été attaqué. J'ai été attaqué. Avant que je ne sois attaqué. Oui. Mais, madame la journaliste, monsieur le journaliste, je ne pourrais pas vous dire quelles sont les pressions auxquelles j'ai été l'objet. Où j'ai résisté. Et c'est après que j'ai résisté que les gens et que j'ai continué pas persister dans ma vision des choses en faisant toujours des dénonciations. Mais les gens se sont dit, mais non, trop c'est trop celui-là. Il faut aller en finir avec lui. Et c'est ça qui a fait que un 9 décembre 2013, on a tiré sur moi à bout portant. J'en garde encore les séquelles. J'en garde encore les séquelles, mon cher ami. Oui. Et cela a augmenté ma tension. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis devenu tensionnaire. Et tous les matins, il y a un médicament que je prends. Si je ne prends pas le médicament, mais je ne peux pas monter les escaliers d'une maison à étage. D'un niveau. D'un seul niveau, oui. D'un niveau. Bon, maintenant que je deviens encore de plus en plus jeune. Oui, ça se voit. Vous-même, vous avez vu les difficultés que j'ai aujourd'hui pour me mobiliser. Oui. Pour marcher. Oui. Mais malgré ça, je viens de monter 3 niveaux. Ah oui. Parce que j'aime mon travail, moi. Oui. J'aime mon travail. Je viens de faire 3 niveaux pour venir dans vos studios maintenant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile. Je demande aux amis qui réclament mes prises de position, qui n'ont qu'à bien vouloir prendre le relais pour prendre les positions eux-mêmes. Et comme ça, ils verront si c'est facile ou si ce n'est pas facile. Monsieur Assogba, je suis convaincu que votre message est passé, mais je suis tenté d'aller sur un autre volet. Depuis quelques années, nous vous voyons avec une autre organisation, la Fondation MAV. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots? Ah, mais écoutez, moi, il est bien vrai. Je suis catholique, mais je ne vais pas dormir dans les églises comme certains. Mais je crois en Dieu. Je crois foncièrement en Dieu. Et Dieu a dit, les Écritures saintes ont dit, ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour vous seul. Il faut avoir l'esprit du partage. Et c'est comme ça que j'ai été encore aussi loin pour créer maintenant, après Alcré qui est déjà en train de vieillir de 30 ans. Déjà la 31e année. Hein? Déjà la 31e année. Mais il y a 2 ans, déjà,
pendant que je réfléchissais avec les miens pour que nous puissions fêter les 30 ans, Oui. mais j'ai eu une nouvelle trouvaille qui est de créer une fondation et mes petites MAV. économies, la fondation MAV, une fondation qui porte carrément mon nom Oui. et mon prénom. Oui. Fondation MAV, ça signifie Martin Asogba Viutu. Avec cette fondation, je ne m'occupe que des enfants. Des enfants, ma fondation ne fait rien pour les adultes. C'est une option. Jésus a dit quoi? Laissez venir à moi les enfants. Et c'est pourquoi, avec mes petites économies que j'ai, que Dieu m'a données, Oui. j'ai dit, je vais partager ça avec les enfants. Donc, il y a des écoles où il n'y a pas d'eau. Oui. Je vais donner de l'eau à travers un forage. Oui. Des écoles où les toitures sont complètement dégradées, où les enfants, c'est quand il pleut, ont des difficultés à rester en classe avec leur maître. Oui. Je vais les réparer. Je fais les petites choses comme ça. Et je suis heureux. Parce que je n'ai rien amené à ma naissance. Et je ne vais rien emporter à mon décès. Oui. Donc, il faut préparer une bonne terminaison de son existence. Et oui, c'est ce que je fais. Et depuis, il y a 2 ans, mais je n'ai pas encore trouvé des mécènes pour me venir en aide, mais avec ce que moi-même j'ai, Oui. le peu que je gagne, je le mets là-dedans. Des écoles qui n'ont pas de toilettes, je vais leur construire des toilettes. Des écoles où vous allez, où les salles de classe, le sol est complètement cassé et les enfants ont les pieds dans le sable, mais j'amène les maçons pour aller et réparer. Voilà ma participation pour aider aussi les gouvernants Oui. à être accompagnés. Parce qu'en tant que citoyens, nous devons pouvoir aussi avoir du bon cœur pour accompagner nos gouvernants. Surtout lorsque vous trouvez que ces gouvernants-là sont aussi en train de faire quelque chose de bon. Voilà. Ok, vous avez toujours accompagné le gouvernement, vous continuez de le faire. Je continuerai toujours pas le faire tant que je suis vivant. Vous l'avez Parce fait. que au moins, je vois à quoi servent les impôts aujourd'hui dans mon pays. Et vous le faites également par rapport à ce qui concerne l'organisation des élections. Oui. Parce que vous faites partie de la plateforme des organisations de la société civile Oui. qui sont spécialisées dans les questions électorales. Électoral. Et là c'est pratiquement la fin de notre entretien. Mais 2026, c'est déjà là. Comment est-ce que vous préparez ça au niveau de la société civile? Oh, 2026, bon, vous savez, moi, comme mon état de santé est un peu dégradant, Oui. mais cela ne m'empêche, lorsque notre plateforme a des rencontres Oui. et que je suis invité, Oui. j'envoie toujours un représentant d'Alcrède. Oui. Toujours. Donc, nous sommes en train de faire comme nous avons l'habitude. Oui. Et nous attendons les dates fatidiques. Nous les connaissons un peu. Oui. Et nous attendons surtout là où nous allons beaucoup plus travailler. Oui. C'est au moment où la campagne sera ouverte. La campagne électorale sera ouverte. Oui. Où nous allons sensibiliser les populations. Oui. Nous allons appeler les concitoyens à préparer leur carte d'électeur. Oui. Parce que si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous ne sauriez aller voter. Oui. Nous allons sensibiliser les populations à se préparer, à aller assister aux différents meetings Oui. sans violence, sans animosité, Oui. et le jour du vote, à aller exprimer leur choix et retourner chez eux. Et s'ils ont envie d'assister au dépouillement, Oui. dans l'après-midi, ils retournent dans leur bureau de vote pour aller voir qu'est-ce que ça a donné comme score pour telle ou telle obédience politique qui a candidaté.
Oui, ben, habituellement, cette plateforme a pris l'habitude d'intervenir un peu dans le contrôle de la régularité des élections en envoyant quand même des représentants dans plusieurs bureaux de vote. Oui, est-ce que les observateurs... Oui, mais ça va se faire. Ça va se faire. C'est trop tôt, vous savez. Ah oui, ça va se faire. Donc, nous préparons ardemment. En ce moment, je peux vous dire, nous sommes en pourparlers avec nos différents partenaires qui vont nous appuyer dans l'affaire. Parce que vous savez tout ce que vous dites. Envoyer les observateurs et tout ça. On ne peut pas envoyer les observateurs les mains vides. Aucunement. On ne peut pas marcher d'ici pour aller même à Godomé et pour dire qu'on veut aller observer les élections. Ok, monsieur Martin Viutu Asogba, nous sommes déjà au thème de cet entretien. Déjà, c'est trop tôt, hein? Nous n'avons pas vu le temps passer, nous avons quand même passé plus d'une cinquantaine de minutes. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Non, le plateau, il a vous pouvez revenir à tout moment. Bien sûr, et c'est avec plaisir que nous allons vous recevoir d'ailleurs. Absolument, absolument. Ok, ce matin, nous avons parlé un peu des 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation, un événement que vous aviez vécu, vous étiez déjà conscient, vous étiez déjà entrepreneur en ce moment. J'étais déjà adulte. Vous étiez adulte, vous l'avez vécu, et suite à cette conférence nationale et avec les nouvelles donnes, vous avez été confronté à d'autres difficultés qui vous ont amené un peu loin, en dehors du territoire national, et c'est là-bas que vous avez pu prendre conscience de la gravité des problèmes ethniques. Absolument. Les problèmes ethniques, et un incident vous a donné l'inspiration divine de mettre en place une organisation pour éviter que ce genre de tout se perpétue. Et c'est de là que plus tard, Alcré est né au Bénin quand vous êtes revenu de votre exil entre griffes. Avec des amis, vous avez pu mettre en place cette organisation qui a commencé à sensibiliser les gens pour éviter les problèmes de division ethnique, de régionalisme et tout. Et par la suite, vous avez, en rencontrant les gens, en sensibilisant, vous avez découvert quand même d'autres pans de la même problématique qui permettait de créer la cohésion. Et vous êtes allé après sur la bonne gouvernance, vous êtes allé après sur la reddition des comptes avec l'avènement des municipalités au Bénin. Et depuis, vous êtes sur le terrain, vous travaillez avec beaucoup d'organisations, plus de 1000 organisations qui sont avec vous et qui opèrent sur le terrain, qui essayent de faire le suivi pour que vous puissiez avoir un bon compte rendu de reddition des comptes. Et en la matière, il y a des organisations internationales qui vous appuient, qui vous donnent les moyens de le faire. Vous êtes à l'œuvre, mais depuis 2 ans, pendant que vous prépariez les 30 ans de Alcré, vous avez eu l'inspiration de faire autrement les choses. Et depuis, vous êtes au service des enfants avec la Fondation MAV, par laquelle vous venez en appui aux tout petits. Mais cela ne vous empêche pas de rester actif pour Alcré. Et vous le faites toujours. Et depuis quelques temps également, depuis 2 ans également, vous avez mis en place un concours pour aider les journalistes à aller sur le terrain de l'investigation, surtout en ce qui concerne la corruption. Actuellement, avec la plateforme des organisations de la société civile spécialisée dans les questions électorales, vous êtes en train de mettre en place le dispositif pour que vous puissiez toujours être opérationnel et efficace en ce qui concerne le contrôle et la sensibilisation des Béninois pour participer aux élections 2026 et que tout se passe dans une bonne ambiance de paix. Je crois que j'ai résumé en quelque sorte vos propos. Vraiment, vous avez été très fidèle et exhaustif. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous dis infiniment merci. Je vous en félicite. Je vous dis merci pour tous les sacrifices que vous avez dû consentir pour que cette émission puisse se réaliser. Merci pour avoir consacré de votre temps. Merci infiniment à vous. Merci à tous vos collègues et collaborateurs qui vous ont permis de mettre en place votre agenda et qui vous ont permis d'être là ce matin. Infiniment merci. Je vais également dire merci à Nasrine. C'est elle qui m'a conduit tout au long de cet entretien. Merci infiniment pour ta collaboration. Je vais dire merci à tous les techniciens ici qui ont des hommes de l'ombre, surtout Espero Nunkomé, Romao, M. Boko, JB, qui ont quand même trouvé la formule pour que nous puissions enregistrer cette émission comme ça a été fait. Et les hommes de plateau comme Ulrich Amegan-Poué et Charbel Canefort aussi qui nous ont été de grands secours. Mais au-delà de tout cela, je dis merci à vous, chers amis téléspectateurs, fidèles des AE, qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Merci à vous, soyez bénis, demeurez-nous fidèles pour le meilleur. Merci, bon dimanche, à bientôt. Merci.